Abidjan, Port-Boué, Adjufou, Grand Laou, précisément Laou-Panda, Assini, Mondoukou, chers téléspectateurs, ces villes ne sont pas citées à tout hasard. L'érosion en ces lieux avance à grands pas et en ces endroits sont menacés sérieusement par ce phénomène. L'eau avance rapidement et la terre, malheureusement, disparaît tristement. Les preuves en exemple du village de Laou-Panda qui serait appelé à disparaître. Cette menace de la mer est souvent perceptible à travers les inondations enregistrées par ces agglomérations depuis quelques années. Il est impérieux donc de tirer sur la sonnette d'alarme et de prendre des dispositions adéquates pour freiner l'érosion qui fait perdre 1 mètre de terre par an. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et justement, pour parler de cette importante thématique, nous recevons pour vous Monsieur Kwame Alexandre, conseiller spécial du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous recevons également le professeur Oshuabe Delphin. Vous êtes coordonnateur du projet WACA, West Africa Coastal Area Resilience Investment, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. Ensuite, Monsieur Jacques Abbé, vous êtes consultant pour la Convention d'Abidjan. Et enfin, Monsieur Cédric Lombardo, directeur général à B-Development. Messieurs, bonsoir et merci d'être là. Depuis quelques années, la diminution régulière du littoral ivoirien constitue une préoccupation pour l'État. Il est marqué par des épisodes érosifs particuliers, voire spectaculaires. Ces désastres importants ont influencé considérablement les rivages ivoiriens. Dans ce reportage qui va suivre, face à l'avancée des eaux et l'effondrement des habitations, les populations appellent l'État à l'aide. Astou Touré, Michel Kwame, reportage. Une nuit, on a dormi chez l'une de nos tantes. Au matin, au réveil, il n'y avait plus la maison, il n'y avait plus la place de jeu, il n'y avait plus la cuisine. La mer avait tout déraciné. Vraiment, il faudra que l'État vienne en aide aux populations d'Aswendé. Ces maisons, construites dans les années coloniales à 500 mètres de la côte, ont subi la colère de la mer du fait de l'érosion et celles en construction ont dû être évacuées à cause du risque d'affaissement. La mer, en moins d'un demi-siècle, a progressé de plusieurs centaines de mètres. Des plages qui reculent, la mer qui monte, des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes. En fait, c'est la construction que mon père voulait construire et ça n'a pas duré. La mer est avancée à un certain moment et on a vu que ça a tout détruit. Souvent, comme les sacs le matin, la mer vient et ça enlève tout et il va avec tous les sacs. Et on reprend le même jour et ça revient encore. Un désastre en regardant le décor qui laisse l'action de la mer sur les habitants. Face à l'avancée, les populations reculent et la mer gagne du terrain. Selon ce chef du village, la mer a considérablement avancé en très peu de temps sur cette plage qui était à l'époque un vaste champ de cocotiers. Avant, le village était à plus de 500 mètres de la mer. Chaque année, nous assistons à l'avancée spectaculaire de la mer. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que le pire n'arrive pour pouvoir venir à notre secours. Nous sommes vraiment menacés par l'avancée de la mer. Regardez même juste derrière moi, on a cette école que le village a bâtie pour les enfants, pour les salles d'études. Quand la mer vraiment a avancé, elle traverse même devant la salle jusqu'à la lagune. Ces villages historiques sont menacés par l'action de la mer sur les habitants. Les populations témoignent face à leur impuissance de mettre fin à cette érosion et appellent l'État à l'aide. Vraiment, on est dans le besoin. On souhaite que l'État fasse quelque chose. On veut quand même être déplacé. Nous souhaitons que vraiment nous nous déplacions. Parce que 3 mois de cela, on dormait en pleine nuit, 1h du matin, on a vu que la mer a traversé le village. Donc nous prions à nos autorités vraiment d'écouter notre cri de cœur. Les effets néfastes du changement climatique sont intensement vécus par les populations d'Ebotiam, Mandjin, Babianae et Aswendé. Une situation bien connue par les premiers responsables des eaux et forêts. Des villages situés dans la zone sont confrontés à des problèmes avec la mer. Et fort de cela, le ministre nous a instruit de faire une visite dans la zone. Le ministère saisi par le maire d'Assini est à pied d'œuvre afin que solution soit trouvée. Nous avons vu l'ampleur des problèmes que vivent les parents d'Assini
Nous avons la nécessité de protéger la forêt classée, mais on ne peut pas protéger la forêt classée et laisser mourir des gens. Donc nous pensons qu'une partie de la forêt classée d'Nganda soit mise à la disposition de ces populations pour une question de vie. Au total, des centaines de constructions, restaurants et leurres, ces digues de sable jetées sur la plage servent de modestes remparts contre les flous. Si rien n'est fait, dans les prochaines années, l'érosion aura tout englouti par ici et le front de la mer sous les eaux. Monsieur le conseiller spécial, sommes-nous dans la zone rouge ou on devrait encore prendre du temps? Je crois qu'on n'est pas dans la zone rouge. Ce phénomène qui est décrit est bien décrit dans la loi de 2 juin 2017 et a mis en place, a cité les études de planification urbaine, notamment les plans d'urbanisme directeurs, comme outil, comme instrument de protection du littoral. Et nous, au ministère de la Construction, toute action que nous posons, tout aménagement que nous faisons sur ces sites qui sont dans ce domaine, hein, qui sont sur le littoral, nous tenons compte de certains règlements sur le site. Par exemple, on ne peut pas aménager le littoral à fleur de tout près. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un règlement qui dit qu'il faut être à 100 mètres quand il s'agit de la mer. Il faut être à 100 mètres. Quand il s'agit de la lagune, il faut être à 25 mètres. Et c'est ce que nous, on observe. Et d'ailleurs, quand on fait la planification, connaissant le problème, nous ne projetons pas d'aménagement le long du littoral. Nous allons sur la terre ferme. Parce que nous savons que comme l'érosion avance sur ces sites-là, nous allons sur la terre ferme et c'est là-bas que nous projetons tous nos aménagements. Très bien. Professeur Ochou, le conseil spécial dit qu'il n'y a pas le feu à la demeure, mais en même temps, les populations appellent l'État à l'aide de façon urgente. Oui. D'abord, je voudrais dire que ce phénomène n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est tout le littoral, presque tous les littoraux, mais surtout en Afrique tropicale, tout le littoral ouest africain qui est menacé. Et par rapport à cela, la communauté régionale ouest africaine s'est engagée à déjà faire un certain nombre de choses depuis 2011 avec un schéma directeur pour interpeller les gouvernements à prendre des actions. Mais vous savez, entre le phénomène naturel qui se fait exacerbé par les activités anthropiques, eh bien, la mer prend plus d'avance sur les actions des gouvernements parce que, justement, la réparation que nous devrions faire, les solutions que nous devrions apporter coûtent extrêmement cher, mais on ne peut pas dire que nous sommes dans la zone rouge puisque, actuellement, l'État de Côte d'Ivoire mène un certain nombre d'activités. D'ailleurs, c'est pour cela que, justement, la loi du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral a été prise pour, justement, travailler dans ce sens et protéger, construire la résilience des populations. Mais cela devra se faire et nous sommes, je pense, dans la bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction, professeur, du moins, monsieur Jacques Abbé. Vous êtes l'un des spécialistes de la question également. Vous avez fait de nombreux travaux sur ce sujet. Est-ce que vous rassurez les populations que tout va bien? On peut être relax parce qu'il n'y a pas le feu à la demeure. Quand on regarde le reportage qu'on vient de voir, vous les rassurez, vous leur dites non, ne vous inquiétez pas, ou vous dites attention, il faut faire vite. Oui, tout dépend où on se situe sur le littoral ivoirien. Parce que ce littoral, il est composite. Si vous prenez les populations depuis Tabo jusqu'à Assini, ce sont ces populations-là qui sont celles qui constituent les populations ivoiriennes sur le littoral. Mais à certains degrés assez différents, il faut dire que les zones de l'Ouest, par exemple, les populations peuvent s'installer. Quand on dit les zones de l'Ouest, on parle de quel point précis? On parle de Tabou, Assini, Tabou, San Pedro, Sassandra, etc. Les populations peuvent s'installer tranquillement et dormir sur les deux oreilles, puisque nous sommes sur des falaises. Hein, et du côté de Grand Laou? Du côté, lorsqu'on approche Grand Laou, évidemment, nous nous situons ici maintenant dans le bassin sédimentaire où les sédiments sont meubles.
Et donc, avec les jeux de ce qu'on appelle les vagues, hein, que nous appelons nous, la houle, ben, évidemment, il y a le départ de matériaux. Et lorsqu'on parle de départ de matériaux, évidemment, on parle de rupture de l'équilibre. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. Est-ce qu'il y a l'urgence? Je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a l'urgence? Urgence, tout dépend où on se situe. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1973, hein, disons, le gouvernement a pris des mesures adéquates pour déménager les populations à 18 km. Quand je regarde ce reportage, est-ce qu'il y a urgence pour ces populations qui ont appelé à l'aide? Pour Assini? Oui. Assini, il y a, disons, urgence de faire quelque chose. Merci. Il y a urgence de faire quelque chose et les études qui ont été menées sont disponibles et pourront éventuellement servir au ministère technique, puisque aujourd'hui nous avons des projets financés soit par la Banque mondiale, projet UEMOA, qui nous permettront, dans la 3e phase, d'aller réellement à la pose de structures éventuelles. Très bien. Alors, Monsieur Lombardo, dites-nous, faisons un peu avec vous l'état des lieux de la situation. On le sait, la mer avance chaque année d'1 mètre. En 2007 ou 2008 ou 2009, vous étiez sur certains plateaux ici à la RTI et vous parliez de la même thématique. Nous sommes en 2021. Qu'est-ce qui a bougé? Et dans quel état nous sommes en réalité? Qu'est-ce qui a bougé? La science avance. Mon doyen est à mes côtés. On a beaucoup lu de choses grâce à eux qui nous permettent de comprendre un certain nombre de choses. La science avance. L'État prend des positions. On a une loi du littoral 2017, ok, très bien. On attend aussi une agence de gestion du littoral. On attend aussi des décrets qui seront les textes d'application de cette loi. On va en parler tout à l'heure. On attend. Il y a des projets qui sont lancés. Grand Bassam, on a commencé à voir des choses, mais on est en 2021. Grand Laou, des études de faisabilité sont attendues après des études de préfaisabilité qui ont suivi des études d'analyse. Donc en fait, moi, je n'ai plus envie de dire j'ai juste envie de dire qu'on est dans la zone rouge. On est dans la zone rouge pour la bonne et simple raison que, comme le disait le professeur Abbé, certaines zones de la Côte d'Ivoire sont moins exposées que d'autres, un petit peu plus en hauteur. Mais dès qu'on dépasse Grand Laou jusqu'à Assini, il faut se dire la vérité. Les vagues, aujourd'hui, traversent le cordon sableux pour rentrer dans la lagune. On a laissé des gens faire des choses, le professeur Abbé l'a dit tout à l'heure, l'action anthropique, l'action de l'homme, on a détruit... professeur Rouchou, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai qu'il est Abbé, tout à fait. Il l'a dit, l'action anthropique, l'action de l'homme, on a détruit des choses, on a détruit la mangrove, on a détruit beaucoup d'éléments qui sont des défenses naturelles. Certainement, la construction de l'homme va aller plus loin. Donc, mais au total, la vérité, c'est qu'on est dans la zone rouge. Selon vous, très bien. Alors, en 2009, vous avez eu le privilège de participer à l'écriture du projet d'investissement prioritaire pour l'ouverture de l'embouchure. De Grand Bassam. De Grand Bassam. En 2021, les travaux ont démarré, l'embouchure n'est pas encore ouverte. C'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe pour l'embouchure? Oui, je pourrais donner quelques éléments de réponse. Je crois que, en ce qui concerne l'embouchure, toutes les études ont été achevées et en 2019, en novembre précisément, il y a eu le lancement de l'ouverture de l'embouchure. L'ouverture de l'embouchure a été donc intégrée dans la gestion de la baie de Cocody, en fait, dans un grand programme de la Convention Côte d'Ivoire-Maroc. Et je crois que l'embouchure, actuellement, les travaux se font. D'ailleurs, j'ai pu voir dans une publication que nous sommes actuellement à 13% de réalisation. 13%. Donc, oui, vous savez, quand il y a eu d'abord des problèmes de financement, vous savez, l'ouverture a été estimée à peu près à 20 milliards de francs CFA. Et donc, maintenant que certainement une partie où tout le financement a été trouvé, parfois il y a encore des études à faire parce que ça a dû mettre du temps. Mais l'embouchure est en train d'être ouverte. Les travaux ont commencé. Elle est en train d'être ouverte ou les travaux continuent? Continuent. Les travaux continuent. Oui. Quel est l'impact de ce que l'embouchure ne soit pas ouverte sur le problème de l'érosion, pour qu'on comprenne bien? Bon, il faut dire qu'à Grand Bassam, vous avez parlé tout à l'heure du temps que nous avons mis avant d'arriver aux travaux. Effectivement, depuis 2015, cette embouchure devait être ouverte.
avec le ministre d'antan. Et nous étions à La Haye, à Delft, justement pour faire tourner le modèle. Il était prêt et comme il a dit tout à l'heure, il a été intégré dans l'hydrologie globale de l'étude de la baie de Cocody. C'est ce qui a fait que ça a pris un peu de temps avant d'arriver. Bon, alors quel impact? Si l'embouchure n'est pas ouverte, ça veut dire que les impacts sont beaucoup plus sociaux, puisque vous savez que la population de Grand Bassam vivait de pêche et les populations sont installées en bordure de lagunes, la sortie du fleuve Comoé. Et évidemment, lorsqu'il y a les crues, vous avez assisté sans doute les années précédentes aux inondations qui ont eu lieu. Voilà une des conséquences de la fermeture de l'embouchure. Les plantes flottantes que nous observons en lagune ébriée sur les plans d'eau en septembre, souvent, sont dues au fait qu'elles étaient évacuées dans le temps par l'embouchure du Comoé. Aujourd'hui, l'embouchure est fermée, donc toutes ces plantes se retrouvent sur le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Et lorsque ces plantes atteignent les baies, bon, évidemment, il n'y a pas de courant, elles se déposent, elles meurent, avec tout ce que cela comporte comme putréfaction, etc. On connaît un peu tout ce qui a été tiré de la baie de Cocody. Et, bon, par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des effets néfastes, hein, parce que vous savez que la zone urbaine d'Abidjan est la zone qui reçoit le plus de déchets domestiques. Et le fait que toute la masse d'eau du Comoé passe par Abidjan concourt à oxygéner un peu cette lagune-là. Néanmoins, l'embouchure du Comoé fonctionnait en même temps que le canal de Vridi. Voilà. Et donc, il faut rétablir les choses pour que, d'une part, les populations puissent retrouver leur vie normale d'avant, et puis que, que les plantes flottantes également soient rejetées en mer directement au lieu d'envahir le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Est-ce que vous avez un élément de réponse, M. Lombardo, sur le point de l'embouchure avant qu'on avance? À Grand Bassam, tout ce qui a été dit est plus que correct. Il y a encore un dernier point qu'il faut rajouter, c'est qu'on attend aussi ce qu'on appelle une digue d'arrêt des sables. C'est-à-dire que lorsque vous mettez... À quel niveau? Au niveau de l'embouchure, vous avez un grand mur qui va rentrer dans l'océan, et ce mur qui va rentrer dans l'océan va avoir pour bénéfice de capturer le sable qui passe devant l'océan. Le sable va s'échouer contre ce mur, et progressivement, on va avoir un phénomène d'engraissement du littoral. On va avoir la plage qui va augmenter. Donc, si d'un côté, vous avez une mer naturellement qui vous enlève du sable, mais que de l'autre côté, certains ouvrages peuvent vous permettre de capturer du sable, ça devient intéressant parce que ça va repousser un petit peu l'océan par rapport aux bâtiments historiques qu'on a sur Grand Bassam, parmi les bénéfices qu'on attend de cet ouvrage. Alors, est-ce qu'il est vrai que les 3/4 du littoral ivoirien sont rongés par les eaux marines? Est-ce qu'il est vrai? Professeur Rochou? 3/4? Oui, est-ce qu'il est vrai? Oui. Toute l'Afrique de l'Ouest. Disons que c'est vrai, puisque les 3/4 sont du littoral ivoirien. Puisqu'on parle du littoral ivoirien, sont constitués par des bancs de sable. Hein. Et donc, c'est normal qu'on parle d'érosion dans cette portion-là. Est-ce qu'on pouvait prévoir cela? Est-ce que c'était possible de prévoir et d'empêcher, ou c'est un phénomène naturel, on laisse aller, professeur? Alors, à ce niveau, je voudrais dire que l'érosion côtière, d'abord, tout le monde sait que c'est un phénomène naturel. Oui. Mais dans un équilibre environnemental, bien sûr. C'est-à-dire, tant qu'il y avait un écosystème comme les mangroves qui étaient là, tout cela stabilisait déjà les berges. Pourquoi les mangroves stabilisaient les berges? Pouvez-vous expliquer? Mais ça, c'est naturel, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui est... Donc, voilà, et donc quand les vagues viennent, les vagues s'échouent sur les mangroves, pour expliquer beaucoup plus facilement, et donc c'est tout à fait normal. Mais quand vous enlevez, c'est tout à fait naturel, quand vous enlevez... Qui enlève? Mais parce que, justement, j'en venais, ce sont les activités humaines qui ont fait que nous sommes dans cette situation. Parce que nous nous installons partout dans le monde ou en Côte d'Ivoire, avec toutes nos activités que nous faisons, nous dégradons les forêts. Alors que les forêts sont là pour justement stabiliser le climat,
pour donner un environnement propice à l'agriculture, etc. Mais sur le littoral, les mangroves, qui sont surtout en Côte d'Ivoire des palétuviers, sont utilisés pour la construction, pour le fumage des poissons. Et donc, une fois que cela a enlevé, les berges sont nues et l'eau a la possibilité maintenant de venir prendre de l'espace sur la terre. Et on vous a dit que un quart de la population ivoirienne vit sur le littoral. Cette pression fait que cette zone qui est déjà naturellement fragile va être justement soumise à la pression de la mer. Et comme maintenant il y a les changements climatiques qui font que le niveau de la mer aussi s'élève, parce qu'avec le réchauffement, le niveau de l'eau s'élève, les glaciers fondent, donc tous ces éléments naturels doublés du fait que nous fragilisons par la construction des maisons trop proches. Tout à l'heure, mon collègue avait dit qu'on ne construit pas très proche. Ça, c'est la loi. Mais les êtres humains, les populations ne respectent pas ces lois. Et donc, ils habitent très proches. C'est-à-dire qu'il y a une anarchie dans la construction. Donc, la zone a été fragilisée. Et toute la communauté internationale, scientifique, technique, dit que tout ce qui nous arrive en matière de dégradation, c'est lié à plus de 95% aux activités humaines. Monsieur le conseiller spécial, il y a bien des textes en Côte d'Ivoire qui régissent la construction. Quand on nous dit que c'est l'activité humaine qui est pratiquement responsable de l'érosion côtière à cause de la dégradation sur le littoral, évidemment, des mangroves, et que les gens, il a dit, le professeur Oshouabe, que les gens construisent un peu n'importe où, vous êtes là. Oui, non, je voudrais préciser. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je voudrais préciser deux choses. Il y a la partie rurale et la partie urbaine. Et je disais tantôt que la loi de 2 juin 2017 a mis en bonne place les études de planification urbaine, notamment les SDO. Les SDO, ça dit c'est le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'urbanisme directeurs, les plans d'urbanisme de détail. Quand nous intervenons dans une agglomération urbaine qui se trouve reconnue comme telle et que nous faisons un plan d'urbanisme directeur ou un schéma directeur, nous tenons compte de l'érosion côtière et nous tenons compte de la réglementation. Et cette réglementation est suivie. Donc nous interdisons toute construction qui ne rentre pas dans les règles d'urbanisme quand il s'agit des agglomérations urbaines. Mais quand il s'agit de domaine rural, mon collègue vient de le dire tout à l'heure, du domaine rural, nous n'intervenons pas dans ce domaine rural. C'est pourquoi, bon, peut-être qu'on va arriver dans les solutions. Bien sûr, en fin d'émission. Voilà, on va arriver dans les solutions. Il faut peut-être, ce que nous faisons en ville, dans les agglomérations urbaines, il faut peut-être étendre les règles d'urbanisme ou les règles d'occupation dans le milieu rural quand il s'agit d'occuper le littoral. Donc le milieu rural et le milieu urbain ont des règles différentes? Pas que le en milieu ville, on contrôle, mais dans le milieu rural, chacun fait ce qu'il veut, c'est ce que vous dites? C'est ce que je peux dire, puisque dans le milieu urbain, lorsqu'on fait un plan qui est cité dans la loi, nous accompagnons ce plan d'un règlement d'urbanisme. Et ce règlement d'urbanisme est bien respecté. Si les populations ne respectent pas ce règlement d'urbanisme, nous les interpellons. Mais comme nous n'intervenons pas en milieu rural, il va falloir étendre certaines règles. Et monsieur l'a dit tout à l'heure, l'agence de gestion, tout ça, ceci s'est mis en place, peut étendre les documents de règlement d'occupation du sol sur le littoral. Cédric Lombardo, j'aimerais que vous puissiez intervenir sur ce point. Oui, j'aime beaucoup parce que la parole est libérée, j'ai envie de dire. Oui, allez-y. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce que l'on doit entendre, entre guillemets, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais pour répondre d'une manière relativement simple, vous le disiez tout à l'heure en préparation de cette émission, on a devant nous 3 temps. On a un temps qui est un temps politique, avec des actions qui se mettent en place, une décision politique. Ensuite, on a le temps de l'instrumentation de la politique, que ce soit par les textes, mais aussi que ce soit par la planification économique. On a le temps de la nature. Voilà. Et parallèlement à ça, on a le temps de la nature. La difficulté que l'on a, et je pense que le mot le plus important a été dit par le professeur Rochou, c'est changement climatique. Tout ce que nous connaissons et que nous modélisons, ce que nos anciens ont modélisé jusqu'à présent, on le connaît par cœur. On sait aussi qu'on peut avoir des tempêtes naturelles qui vont nous tomber dessus.
Mais surtout, on a de grandes inconnues aujourd'hui. En ce moment, vous vivez avec une situation dans le monde entier où nous avons des chaleurs extrêmes, nous avons des accélérations des fonds de l'océan. Et tout ce que nous savons aujourd'hui est complètement mis en péril par rapport à ce qui peut nous arriver dessus. Donc, on a une vision actuelle et on doit avoir une vision future. Et on a une urgence à travailler sur l'ensemble de ces temps et que chaque acteur, politique, législatif, réglementaire, économique, s'engage dans la situation. Justement, est-ce que vous pensez qu'on a bien perçu les enjeux du changement climatique et de l'élévation du niveau de l'océan, nous, dans nos différents plans d'action? Parce qu'on enfin, on pourrait dire qu'on est un peu lent par rapport à tout ce qui se passe. Bon. Si on part sur le temps de la nature, qui n'est pas le temps politique ou le temps de réflexion ou le temps des séminaires, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un peu lent en action? Ou on va peut-être à contre-courant? On dit généralement, si vous voulez aller loin, il faut ménager sa monture. Mais la mer ne vous appellera pas pour dire demain, il faut ménager sa monture. Nous allons... Et il y a pas mal de choses qui ont été dites tout à l'heure. Et vous avez demandé également, est-ce que ce n'est pas trop lent? Nous disons que non, parce que toutes les précautions sont prises. Et depuis 1993, à la conférence sur le littoral en Hollande, il a été dit que chacun des pays devait faire ce qu'on appelle la prévision, les études de vulnérabilité. Et ces études permettent à tous ceux qui travaillent sur le littoral, tous les techniciens, disons, d'avoir une idée de ce qui peut arriver à un certain moment donné, selon des paramètres qui tiennent compte de l'élévation du niveau de la mer. Donc, ce n'est pas trop long. On prend le temps qu'il faut, même s'il faut déménager les populations. Ce sont des mesures aussi, de déménagement. Monsieur Lombardo, vous n'avez pas l'air très d'accord avec ce que Monsieur Abbé, allez-y. J'entends vraiment bien, mais en fait, si vous voulez, ma difficulté, c'est la suivante, c'est d'avoir travaillé sur le terrain, c'est d'avoir échangé avec les populations, comme tout le monde a fait à cette table. Ben, moi, je me rappelle avoir dit un jour, attention, à tel horizon de temps, le cimetière de Grand-Laou subira l'assaut des vagues. Faisons quelque chose avant que les vagues soient là. Et puis, je me rappelle être encore passé sur ce plateau en disant, ben, regardez, les vagues sont là. Et il faudrait, le cimetière, aujourd'hui, il est presque englouti. Le cimetière est quasiment parti. Donc, si vous voulez, je comprends ce langage scientifique, ce langage diplomatique, etc. Mais vous l'avez dit en entame. Ma première contribution, c'était en 2009 sur ce plateau. On est en 2021. Tous mes cheveux sont devenus blancs. Certains de mes parents n'en ont presque plus et le temps passe. Oui, nous comprenons votre inquiétude, mais dans le même temps... Le temps passe. Oui, non, dans le même temps. Oui, je sais. Dans le même temps, la mer avance. On ne résout pas les problèmes environnementaux comme on résout d'autres problèmes. Vous savez, quand on est malade, il faut faire un diagnostic, sinon vous allez faire une mauvaise thérapie. Et c'est le cas de l'environnement. Il y a une telle interaction au niveau de l'environnement. Si vous ne comprenez pas le phénomène qui se passe, eh bien, on n'obtiendra pas la solution. D'ailleurs, il y a eu... Vous avez vu qu'on a ouvert le canal de Vridi. Mais peut-être que, parce que la science n'avait pas suffisamment toutes les solutions en ce temps, voilà ce que ça a créé à Grand Bassam. C'est pour cela que je dis que... même si Qu'est-ce que ça a créé à Grand Bassam, s'il vous plaît? Mais justement, la fermeture de l'embouchure est plus ou moins liée à l'ouverture du canal de Vridi. Et donc, c'est pour cela que même s'il y a urgence, il faut faire le diagnostic pour ne pas perdre de l'argent. Il faut bien travailler pour que les solutions soient viables, soient durables. Peut-être que je vais vous poser une question peut-être assez triviale. Ça prend combien de temps pour faire ce diagnostic? Oui, mais la science, c'est la science. C'est-à-dire qu'une fois que, en essayant par exemple à Grand-Laou, en essayant de trouver une solution pour stabiliser l'embouchure, il faut tenir compte des populations qui sont là. Il faut tenir compte des plantations qui sont là. Il faut tenir compte des maisons qui sont là. Et donc, il faut les interroger. Ça peut mettre du temps. Une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité. Vous vous imaginez aller construire dans un ouvrage, dans une zone meuble, comme l'a dit le professeur Abbé Jacques, c'est-à-dire où il y a du sable, ça nécessite des technologies. Et donc, pour cela, il faut comprendre. Je suis d'accord qu'il y a urgence, mais dans le même temps, il est bon de prendre un peu de temps pour aller à la solution viable, durable, intégrée. Monsieur Jacques Abbé. Oui, l'urgence se faisait sentir beaucoup plus à Abidjan que partout ailleurs,
dès On va y arriver, départ. hein. On va vraiment prendre notre temps pour disséquer Port-Boué, Bassam, Assini, jusqu'à ce qu'on arrive à Laou Panda. Rassurez-vous, ce soir, vous allez instruire les populations parce qu'on a besoin vraiment de comprendre des choses. Je voudrais qu'on puisse maintenant s'appesantir sur un point, le sable des plages. Il y a bien une réglementation avant de prélever le sable des plages, n'est-ce pas? Toujours parlant de l'action de l'humain sur l'environnement. Mais on voit bien des camions d'ébène qui vont charger sereinement et tranquillement ce sable-là et quitter le site. Pendant ce temps, on favorise encore cette érosion que nous décrions tant. Professeur, oui, je voudrais, moi en tant qu'environnementaliste, je voudrais justement dire que c'est malheureusement le constat que nous avons. Tout le monde sait par rapport à la loi qu'il ne faut pas aller prélever le sable. Dans le même temps, les populations ont besoin, par exemple, de construire. L'État a besoin de construire. Construit, non, attendez, je viens. Attendez. Donc, bien sûr qu'on construit avec le sable des plages, sinon les gens n'allaient pas aller le prélever. Dans le même temps, parfois, sinon il y a eu c'est comme un peu le problème des sachets plastiques. On dit on interdit. Alors ceux qui l'utilisent disent donnez-nous une solution palliative. Et pour le sable, il faut trouver, lorsqu'on interdit, ils disent oui, on veut bien qu'on interdise, mais est-ce que les gouvernements peuvent nous trouver des espaces où nous allons aller prélever le sable, surtout ceux qui sont dans les zones urbaines. Donc nous sommes confrontés à ce genre de choses, mais les lois sont là, mais malheureusement, bien sûr, ce n'est pas toujours que la loi, malheureusement, Monsieur est le appliquée. conseiller, on remarque bien dans vos différentes interventions, surtout celle du professeur Oshouabé, que les lois sont là, mais apparemment, enfin, chacun fait ce qu'il veut et rien ne se passe également. C'est dommage, la réglementation est là. Mais vous devriez avoir des instruments de contrôle et de pression, non? Oui, mais tout à fait, tout à fait. On a chaque ministère, par exemple, là on parle du domaine public maritime. Quand on parle des plages, on parle du domaine public maritime. Donc c'est géré par un ministère qui a je suppose, qui a ses brigades pour pouvoir interdire ces types de prélèvements de sable sur la plage. Mais c'est fait en public, hein? Oui, nous... C'est pas caché. Oui, nous, au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, sachant ça, sur certaines choses, nous intervenons. Sur lesquelles des choses? Par exemple, bon, là, je quitte un peu le domaine maritime, je vais un peu sur les bords de plage, pardon, les lagunes, les bords de lagunes actuellement à Abidjan, où il y a des prélèvements de sable, ou bien il y a des remblais. Ça, nous sommes en zone urbaine, nous intervenons systématiquement pour faire arrêter tous ces prélèvements. Et quand vous intervenez, quand vous leur dites d'arrêter... ça s'arrête. Très bien. Permettez, professeur, oui, rapidement. je voudrais à ce niveau dire qu'il y a un élément, en tout cas en Afrique ici, et certainement, et donc en Côte d'Ivoire, qui nous manque au niveau de la juridiction. C'est-à-dire que nous devrions avoir un tribunal environnemental et considérer les crimes environnementaux. Voilà pourquoi les choses... Très bien. En solution, on parlera de cela. Mais réagissez rapidement, messieurs, sur le problème du prélèvement de sable sur nos plages. Oui, moi je peux donner l'exemple de la zone qui est réputée être stable, comme San Pedro. Il y a la lagune du Boué, qui est de l'autre côté, et qui est bien ensablée. Alors, soi-disant, pour ouvrir cette lagune, le ministère autorise les constructeurs à prélever du sable. Et lorsqu'ils prélèvent, ce qu'ils ignorent, c'est que ce sable participait à l'équilibre du secteur en aval. Aujourd'hui, le club nautique, et qui est prévu pour l'installation de quais dans l'extension du port de San Pedro, est complètement déchaussé. Voilà un peu des impacts qu'il faut relever, peut-être pour que les gens prennent conscience qu'en prélevant le sable, vous détruisez la dynamique de transit littoral qui est naturelle. Nos parents ont vécu depuis très longtemps avec ce transit, comme il a dit tout à l'heure. L'érosion est un phénomène naturel et les populations se sont adaptées jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, l'intervention de l'homme vient exacerber cette érosion. Très bien. Monsieur Lombardo, sur la question, avant de passer à un autre point. Le sable est une denrée qui est absolument indispensable pour la construction. Le sable de mer n'est pas
très judicieux pour faire du ciment. Il est intéressant lorsqu'on veut remblayer des sols et ce genre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de la même manière, le génie humain peut être très mauvais quand il s'agit de prélever du sable là où il ne faut pas le faire. De la même manière, on est en train de voir en ce moment dans certains endroits d'Abidjan que le génie humain est capable d'extraire le sable de la lagune dans certains bras morts pour construire de nouveaux territoires où on construit. Donc ça veut simplement dire que c'est toujours la même histoire. C'est où est-ce que l'on peut faire les choses? Comment pouvons-nous les autoriser? Puisque le sable, c'est une activité qui est une activité minière, donc il y a plusieurs ministères qui se penchent sur la question. Ce n'est pas un camion qui vient de Grand Bassam et puis qui va arriver jusqu'à Abidjan et que personne ne va l'arrêter sur le bord de la route pour se rendre compte qu'il transporte des choses qu'il ne faut pas transporter. Donc on en revient toujours à cette même histoire. Il y a une histoire de discipline dans ce que nous faisons. La Côte d'Ivoire, sur papier, c'est une œuvre d'art. Il faut aussi appliquer l'ensemble des textes. Donc je pense que toutes les problématiques, on les connaît par cœur. Après, il y a encore un autre point qu'il faut rajouter par rapport au plaidoyer du professeur Rochaud, c'est de dire que l'environnement est une question qui est transversale. Donc, elle oblige à la collaboration entre plusieurs ministères. Nous devons partager ensemble les problèmes qui nous solution, on verra cela. En solution, on verra cela. Maintenant, messieurs, avec votre permission, intéressons-nous à ces points chauds. Enfin, bon, certains disent non, c'est pas chaud, d'autres disent que c'est plus que chaud. Intéressons-nous à ces points. Alors, parlons de Port-Bouët à Dioufou. Alors, bon, on en parlait avant donc, ce programme. On a de très beaux jardins à Port-Bouët, sur le littoral. C'est très, très beau. Mais mon inquiétude, est-ce que cette beauté pourra résister si nous arrivons un jour, est-ce que je pourrais dire par extraordinaire, ou à avoir une montée de mer? Est-ce que ces aménagements pourront tenir, n'est-ce pas, de l'argent que l'État est en train peut-être de dépenser en vain? Si toutefois nous avons une montée d'eau, cela pourrait disparaître. Monsieur le conseiller spécial? L'État ne dépense pas en vain. Cela participe de la qualité de l'environnement, de la qualité de vie des populations qui vivent à cet endroit. Il y avait une population qui vivait là, et l'État a dégagé, justement à cause de l'érosion côtière, l'État a dégagé ces populations pour mettre en ces lieux un beau jardin. Et ce jardin participe de la qualité de vie des populations. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté en vain. Est-ce qu'on règle la question au-delà de la beauté? Est-ce que nous avons de la sécurité par rapport justement à ce phénomène que nous décrions, professeur? Oui, c'est un peu comme lorsque vous voulez construire une maison et que vous savez qu'il y a du vent. Est-ce que c'est parce qu'il y a du vent que vous n'allez pas construire? Vous devrez construire quand même parce que vous avez besoin d'habiter et prendre des dispositions. Surtout quand vous savez que peut-être il peut y avoir une inondation. Il faut prendre des informations et savoir comment vous devrez construire pour éviter les inondations. Ici, nous savons que nous sommes un pays côtier. Parce que nous sommes un pays côtier, nous avons la mer en face, mais il faut bien faire des investissements. C'est pour cela que dans une synergie d'action, en même temps qu'il y a ces embellissements, en même temps ceux qui ont à charge la protection des littoraux doivent prendre des dispositions. Mais nous ne pouvons pas rester là et ne rien faire parce que tout ça participe justement du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, vous dites qu'ils doivent prendre des dispositions. Est-ce qu'en l'état, des dispositions ont été prises principalement pour Port-Bouët, pour cette zone-là? Et j'ajouterais aussi qu'il se construit une très belle et grande cité entre l'ancienne voie de Bassam et la mer. Par extraordinaire, nous avons une montée d'eau. Est-ce que cette cité est sécurisée? Disons qu'il y a que les informations qui parviennent au ministère technique pour l'utilisation de la frange littorale sont celles-là qui sont utilisées pour sécuriser les populations. Nous avions, en son temps, dressé ce que nous avons appelé une carte de sensibilité du littoral. Cette carte de sensibilité, dès qu'elle a été dressée, au lendemain, rapidement, toutes les zones qui sont réputées stables ont été occupées par le ministère du Tourisme, avec les hôteliers, etc. Ça a joué donc son rôle. Si vous voyez une cité installée, c'est que cette cité a choisi un point qui bouge le moins. Simplement, il faut dire que, toujours pour tranquilliser les populations, il n'y a que le projet WACA qui donc, cherche les solutions, du moins est arrivé pratiquement aux solutions applicables sur le terrain, veut essayer de faire quelque chose de global pour la région d'Abidjan.
On ne peut pas faire une protection localisée parce que nous avons une portion qui s'en va. Il s'agit de faire un projet global qui tient compte de l'érosion à un endroit, des accumulations de sable vers l'autre. Et c'est ce qui nous, si vous voulez, nous donne un peu d'espoir. Parce que, heureusement, la Banque mondiale a déjà mis sur la table un peu d'argent. Très bien. En attendant d'avoir l'espoir, monsieur Lombardo, j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre à ma question. Je reviens pour dire que nous avons l'embellissement. Ouais. L'embellissement est-il sécurisé? Il a dit des projets doivent, ce qui veut dire que cela n'est pas encore établi. Je peux me tromper. Ensuite, je pose la question par rapport à la grande cité qui se construit en ce moment même, entre l'ancienne voie de Bassam et la mer. Si nous avons par extraordinaire une montée d'eau, est-ce que ces endroits-là sont sécurisés pour nos populations? Monsieur Lombardo. En 2011, on a perdu pratiquement une vingtaine de mètres exactement à l'endroit que vous racontez, sur la route qui va de Port-Bouët jusqu'à Adjoufou ou Anani. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en face de l'aéroport. Donc il y a une obligation pour l'État de devoir faire quelque chose pour protéger l'aéroport. Donc à partir de là, on se dit qu'il va se passer quelque chose. Mais vous avez raison, on a fait l'embellissement, mais on n'a pas encore vu la défense. Ça, c'est votre première question. Votre seconde question, que se passe-t-il sur cette magnifique cité de Grand Bassam en cours de construction? Je vous répondrai en disant que quand j'étais petit, j'ai grandi près d'Anono. Je faisais du vélo dans ce qu'on appelle aujourd'hui Riviera Palmeraie. Et on voyait bien à chaque saison des pluies, des rivières se former pour écouler un ensemble de choses. Aujourd'hui, je suis grand, j'ai fui Abidjan parce que Abidjan, ça devient extrêmement difficile à vivre sur le plan de la pollution, etc. Je suis parti me cacher à Grand Bassam et j'avais trouvé un magnifique paradis où me cacher. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois que les mêmes drains qui nous permettent d'évacuer les eaux de pluie vers les lagunes, etc., on est en train d'abattre la mangrove, on fait ça. On est en train de construire sur ces bassins versants, sur ces zones d'irrigation, d'évacuation, entre guillemets. Donc, grosso modo, on fait exactement la même chose. Donc, je vais me dire encore à nouveau, Dieu merci, il y a la loi de 2017 qui va dire que dans ce type de territoire, il faut faire des études d'impact environnemental lorsque l'on veut faire l'aménagement. Eh bien, je me dis, en levant les yeux au ciel, peut-être qu'un jour, nous ferons les études d'impact d'aménagement qu'il faut faire par rapport à ce type de construction. Mais la difficulté, c'est que la loi a été prise, la planification avait déjà été faite. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, parfois, vous avez une direction qui est donnée par les textes. Mais malheureusement, les gens font un peu n'importe quoi sur le terrain. Donc, aujourd'hui, de grâce, arrêtons de pleurer ce qui se passe à Palmeraie. On sait très bien ce qui se passe, on sait pourquoi ça se passe. Regardons ces nouveaux territoires que nous sommes en train de bâtir et posons-nous simplement la bonne question. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on a bien planifié? Est-ce que c'est sage d'abattre cette mangrove? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser un petit peu d'espace vert ici? Mieux construire par là? Bref, regardons la vérité de ce qui nous arrive. Et comme on l'a dit, on a la chance d'avoir le ministère de l'Environnement, on a le ministère de la Construction. On a besoin de ces deux regards sur le même territoire si on veut garantir que le mal qu'on a fait dans le passé ne sera pas le mal que nous referons encore dans l'avenir. Ce qui veut dire, au total, pour répondre à la question, il y a peut-être danger. Je vais relativiser. Il y a peut-être danger pour ces espaces-là. Alors, on peut Permettez dire qu'il réponde. Il y a peut-être danger. Bon, moi, je vois des choses, je vais avoir plutôt la réponse. Vous allez avoir la parole. En fait, comme j'y vis, je vois des choses véritablement qui me surprennent. Mais de nouveau, c'est là où on a la chance d'avoir des personnes qui sont à la conception, à l'application, à la réglementation et au contrôle. Et comme nous avons toutes ces personnes qui sont à la fois sur le plateau et qui sont en dehors du plateau, qu'ils prennent conscience que dans les zones du littoral, ce n'est pas simplement 500 mètres au bord de la plage, ça peut aller à plusieurs kilomètres au bord de la plage. On a des enjeux d'érosion côtière, on a des enjeux de pluie diluvienne qui tombent très rapidement, on a des enjeux d'élévation de l'océan. Bien, maintenant on le sait, ça fait des années qu'on le dit. Peut-être qu'il serait intéressant que tous ces experts regardent à nouveau la situation et surtout, de grâce, qu'ils regardent les textes que le législateur a pris et qu'ils mettent en application les textes du législateur. Et peut-être qu'à ce moment-là, les outils que notre Parlement nous a offerts, nous pourrons les voir en application sur le terrain. Très bien. Alors, professeur Rochaud. Oui, par rapport donc au problème de Port-Bouët, je pense qu'au niveau de Port-Bouët, depuis 2011-2012, quand vous parlez de points chauds, nous avons mené des études au niveau du ministère de l'Environnement avec presque toutes les parties prenantes, le CRO, le CURAT. En tout cas, c'est pour cela que nous avons défini 5 points chauds et avec lesquels nous avons établi un plan d'action de protection du littoral. Par la suite, il y a eu un programme national de gestion de l'environnement côtier qui a établi et par rapport à ça, la loi, entre-temps, est intervenue.
Et donc, c'est tout ça qui a amené la Banque mondiale, lorsque la requête a été faite, pour dire que nous avons un certain nombre de politiques qui peuvent nous permettre d'être accompagnés. C'est pour cela que la Banque mondiale nous accompagne dans le projet Ouaka. Donc, ici, au niveau du Port-Boué, par rapport à 5 points chauds, qui sont donc San Pedro, Grand Laou, Abidjan, Port-Boué, Grand Bassam et Assini, eh bien, nous menons des actions plus ou moins, je veux dire, de façon concomitante. Au niveau de Port-Boué, une étude de préfaisabilité a été déjà réalisée. Tout le problème, quand vous réalisez une étude de préfaisabilité qui fait à peu près 1 milliard, il vous faut maintenant des solutions de protection. Donc, mais là, actuellement, la Côte d'Ivoire a contracté un prêt de près de 16 milliards de francs pour la zone de Grand Laou. La construction qui va se faire dépasse les 16 milliards, mais il faut encore trouver de l'argent. C'est pour cela que nous devrions en appeler, compte tenu du problème qui se pose avec acuité, du danger que la problématique des changements climatiques et de l'érosion côtière pose, il va falloir certainement que les pays, et donc la Côte d'Ivoire, pensent à un plan Marshall pour que nous puissions véritablement prendre les choses en main. Parce que parfois, en agissant sur un point chaud, ça peut entraîner d'autres problèmes de l'autre côté. Donc nous devrions réaliser les études de faisabilité sur l'ensemble du littoral, notamment dans les zones urbaines qui subissent plus de pression, et puis qu'on adresse des solutions. Bien sûr, si la Côte d'Ivoire montre sa volonté politique à faire un plan Marshall, la Côte d'Ivoire sera accompagnée par les partenaires au développement. D'accord. En attendant le plan Marshall, pour rassurer ceux qui ont pris donc, des maisons dans cette opération-là, la question n'a pas été répondue, malheureusement. Est-ce que cette cité est en danger? La cité de Port-Boué? Non, pas Port-Boué. La cité entre l'ancienne voie de Bassam et la mer. Est-ce que cette cité, je reviens sur ma question, messieurs, si nous avons une montée de mer, on ne souhaite pas, demain par exemple, est-ce que cette cité-là, comme on se plaint de la Palmeraie, est-ce que cette cité-là pourrait être en souffrance? Je voudrais vous dire que d'abord, dans un premier temps, la nouvelle route de Grand Bassam devrait être construite justement au niveau de l'ancienne route. Devrait être construite. Le ministère de l'Environnement, à travers l'ANDE, a fait une étude d'impact compte tenu justement de ces éléments qui existent dans les lois, notamment déjà en son temps, il n'y avait pas la loi du littoral, mais déjà le Code de l'environnement et la loi sur l'urbanisme et tout ça ont fait que le ministère de l'Environnement a demandé que la route puisse être déplacée plus loin. Et d'ailleurs, au niveau de la côte, tout le monde sait que la loi dit qu'il faut construire à 100 mètres. 100 mètres, il ne faut pas construire 100 mètres en deçà, c'est-à-dire entre la mer et là où on doit construire, il faudrait qu'on soit à plus de 100 mètres. Alors, le problème qui se pose, quand moi je regarde, certainement au niveau de l'ancienne route, je pense que l'ancienne route, à certains endroits, la distance entre l'ancienne route et la mer peut atteindre les 100 mètres. Et les gens sont de l'autre côté de la route. Donc, bien sûr, il peut y avoir des problèmes. Mais partout, il y a des submersions marines. Vous avez vu. Et donc, je pense que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas le quotidien que les gens vont vivre. Voilà. Intéressons-nous, la nouvelle voie de Bassam, est-elle sécurisée? Vous avez parlé du carrefour, on a parlé du carrefour Anani. Est-ce que cette nouvelle voie de Bassam est sécurisée? Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. En fait, pour aller à Bassam, on avait l'ancienne voie. Et il y avait eu à l'époque un plan d'urbanisme de détail de cette zone qui avait projeté cette voie-là. Et donc, l'étude de l'ANDE a conforté le tracé qui se trouvait dans le plan d'urbanisme de détail qui a mis la voie beaucoup plus loin. Ne pas prendre cette voie qui existe actuellement, l'ancienne voie, comme voie pénétrante à Bassam. Prendre plutôt l'autre. Voilà. Ça avait été tracé dans les plans. Donc, l'étude de l'ANDE a conforté le choix du tracé. D'accord. Alors, toujours parlons de Bassam, classé patrimoine mondial, parce que c'est bon de pouvoir le rappeler. On sait que le schéma d'urbanisme directeur part sur 30 ans, n'est-ce pas? Alors, si nous sommes d'accord que la mer avance chaque année d'1 mètre, messieurs, Bassam,
Que deviendra Bassam? Non, un plan d'urbanisme directeur, c'est vrai, c'est un document de planification prévisionnelle. Son échéance, c'est 15 ans, 20 ans. 15 ans, 20 ans. Entre-temps, entre cet horizon, on peut réviser le plan. Si on voit qu'il y a danger, ou bien si on voit que les tendances ne sont pas observées, ou bien si on voit qu'il y a des changements de tendance. Donc, on peut réviser. Donc, on ne tient pas compte tellement de l'horizon. L'horizon, c'est faire. Mais le plan sera révisé, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je dis. Étant donné que ces zones-là sont sensibles, lorsque nous projetons la nouvelle ville, on ne projette plus la nouvelle ville vers la mer. On va sur la terre ferme. Tous les équipements, tout l'habitat, tout ceci est projeté sur la terre ferme. Mais maintenant, ce qu'il dit, il a raison, c'est qu'avec, disons, l'occupation humaine, il y a des gens qui ne respectent pas ce qu'on fait. Mais ça, nous luttons contre cela. C'est sur la base, justement, de ces actions que vous ne maîtrisez pas. Oui, on ne maîtrise pas, mais nous, lorsqu'on sait que ce qu'on a projeté n'est pas respecté, on agit. Et là, dans ce sens-là, les collectivités territoriales aussi, qui gouvernent ce territoire-là, sensible, doivent nous aider. Très bien. Monsieur Jacabé. Oui, il faut dire pour l'ancienne ville de Bassam, nous faisons confiance à la science. Et la science a travaillé étroitement avec DEF Hollande. Ce sont des populations qui vivent pratiquement en dessous du niveau de la mer. Ils ont cette maîtrise-là. Nous avons bénéficié de leur collaboration. Nous avons fait tourner un modèle, comme je l'ai dit dès le départ, et nous avons fait le choix optimum pour sauver la ville de Grand Bassam. Ce choix-là a été présenté ici par les experts de Hollande devant le comité technique composé des universités, des grands travaux, le ministère de la Construction, le ministère de l'Environnement, etc. Et nous avons retenu donc cette solution optimale qui permettrait d'avoir une embouchure du Comoé de façon pérenne et dans le même temps faire en sorte que le littoral à l'ouest de cette embouchure s'engraisse. Quand on dit que la côte s'engraisse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'érosion. Si cela peut tranquilliser les populations et les sites hôteliers, tous ceux qui sont en bordure de mer aujourd'hui, ils doivent prier pour que ce projet voie le jour et pour que ils devraient prier, c'est-à-dire prier, disons que faire... C'est bien planifié, n'est-ce pas? Ça a commencé. Ça a commencé, les travaux sont en cours, et donc ils doivent mettre ça, comme on dit généralement, en prière, et faire en sorte que tout se termine bien, et qu'on puisse avoir donc on est donc cette protection. On doit prier, c'est ça. D'accord. Monsieur Lombardo. Le projet a commencé en 2019, on est en 2021, il y a 13% d'avancement du projet, c'était un petit peu les données que donnait tout à l'heure le professeur Douchou, donc c'est bien, ça va pas, c'est commencé. Est-ce que ça va vite? Ça va pas. 13% depuis 2019 ou c'est le lancement qui a eu en 2019. Le lancement, d'accord, très bien. Vous savez, on pose la première pierre et puis on pose une autre première pierre sur la première pierre. Excusez-moi. En fait, je suis désolé, je suis très taquin et puis en plus, vous me connaissez pour être très taquin. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, les études d'impact environnemental de l'ouverture de Grand Bassam, de l'embouchure de Grand Bassam, ont démontré tous les bénéfices en matière d'engraissement du littoral, de défense contre l'érosion côtière. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, l'érosion côtière, c'est un petit problème. L'érosion côtière, c'est un petit problème parce qu'à Grand Bassam, on est dans une zone qui est une zone de marée. On a la lagune qui est de l'autre côté. Quand les saisons des pluies sont en train de venir, vous prenez une machette, vous allez marcher de l'autre côté de l'autoroute qui nous amène vers le pont de Mossou, etc. À 30 cm, vous avez de l'eau. Les enjeux du monde du littoral, ce n'est pas simplement l'érosion côtière, ce sont des nappes phréatiques qui vont remonter à la surface, ce sont des pluies massives qui vont arriver, qui n'arriveront pas à trouver leur chemin par rapport à la lagune. Donc, on doit prendre plusieurs scénarios en compte dans la planification. La manière dont on planifie nos villes doit impérativement changer par rapport aux nombreux défis que l'on attend. Et si le professeur Abbé disait tout à l'heure, nous devons mettre en prière, moi je dirais plutôt Dieu est dans les détails. Parce que comme le disait le professeur Rouchou, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement complexe, qui est magique, avec de nombreuses forces qui se rencontrent simultanément. Ayons la patience et la volonté de regarder dans le détail des choses, mais surtout ayons la volonté d'agir et de pousser un peu ce que j'essaye de faire en vous taquinant le plus gentiment possible depuis le début de cette émission. Essayons d'aller le plus vite possible parce que aujourd'hui, vous avez dans le nord, sur le pôle Nord, vous avez des températures qui sont extrêmes, qui sont en train d'arriver. Le Canada vient de perdre près de 500 morts avec des températures de 45 degrés du désert au Canada, qui sont juste fantastiques. Enfin, malheureusement pas fantastiques.
La conséquence de ces températures élevées, c'est que le risque, disait tout à l'heure le professeur Rochoux, de voir l'élévation de l'océan, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, on a presque le sentiment de toucher des points de non-retour dans la magie environnementale de notre planète. Et si certains points, on les touche comme des fontes massives de glace dans le pôle Nord, des glaciers, etc., la planète, elle est toute ronde. Et ça va tomber où? Ça va tomber sur toutes les villes du littoral, de tous les pays du monde. Or, l'essentiel des populations de Côte d'Ivoire et des autres pays sont sur le littoral. Donc, ayons conscience de ce qui se passe à une vitesse catastrophique sur notre planète. Regardons ce que nous pouvons faire et faisons-le avec le plus de passion, avec le plus d'action, le plus de volonté. Je sais qu'il faut de la patience, je sais que la science est longue, mais il faut qu'on bouscule un tout petit peu tout ça, parce que pour l'instant, les enjeux sont devant nous. Et on va essayer de parler pour bousculer un peu ce qui se passe à Laoupanda. On sait très bien qu'à l'époque, Feu Cherassouan, le député maire, avait pris l'initiative sur lui de déplacer l'ancienne ville de Laou. Et aujourd'hui, malheureusement, Laoupanda devient pratiquement un sinistre. On imagine ce cimetière, même pas on imagine, le cimetière de Laoupanda est en train de partir. Pourtant, messieurs, vous avez fait différents travaux qui annonçaient cela. Vous avez été des bons prophètes. Malheureusement, la situation, elle se produit. Laoupanda est en train du moins de partir. Quel est le point de la situation pour Laoupanda, messieurs, professeurs? En tant que coordonnateur du projet Ouaka, je voudrais me permettre de prendre la parole en premier pour dire que, vous savez, ce sont des phénomènes naturels qui se passent. Nous avons décidé d'avoir comme zone pilote du projet Ouaka Laoupanda. Tout simplement parce que c'est la seule zone en Côte d'Ivoire où l'embouchure se déplace. Et donc, la situation était vraiment très inquiétante. C'est pour cela que la Banque mondiale, que l'État de Côte d'Ivoire a accepté que le projet se déroule là-bas comme zone pilote. Mais il y a beaucoup d'autres actions qui se font sur l'ensemble du littoral, notamment le plan d'aménagement et de gestion du littoral, notamment la création que nous voulons faire en appliquant la loi de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral qui va de façon pérenne prendre en charge ces problématiques. Très bien. Pour revenir à Laoupanda. Oui, j'en viens. Suivez bien dans les idées, j'en viens. Alors, Laoupanda, si on a déplacé la ville de Grand Laou, n'est-ce pas? La ville de Grand Laou, c'est elle qui était là où se trouve Laoupanda. Ça a été déplacé, mais il y avait les villageois, eux qui ont voulu rester. Et donc, soit on choisit entre l'action où on déplace les populations pour laisser l'environnement sans, je vais dire, patrimoine ou sans enjeu, pour que cet endroit soit englouti, ou bien il faudrait faire quelque chose. Mais en tenant compte, dans une situation, dans un contexte de développement durable qui est caractérisé par 3 piliers, l'économie, le social et l'environnement, on ne peut pas dire à ces populations de se déplacer parce qu'en se déplaçant, ils vont aller dans d'autres zones où, à ces zones-là, il va y avoir des conflits fonciers avec d'autres populations. Et donc, on dit que nous devrions voir ce qui est possible de faire. Et c'est ce que nous devrions faire. Et pour ça, en écrivant ce projet, il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est comme quand vous voulez... quand on fait un enfant, il ne devient pas docteur tout de suite. Il faut le mettre à l'école. Il y en a qui viennent d'avoir le BPC, mais après, il faut qu'il passe par le bac. Pour arriver à la solution que vous voulez, que votre fils soit docteur, voici les différentes... Mais nous voulons stabiliser une embouchure qui a commencé à se déplacer par rapport à d'autres facteurs exogènes ou endogènes à la zone, mais il faut bien qu'on suive des étapes. Mais en même temps que nous suivons les étapes, l'environnement, il est dynamique. C'est pour cela qu'il y a eu ce raz-de-marée qui a emporté les tombes. Mais aujourd'hui, repartez à Grand Laou, vous allez voir que la façade de Laoupanda est engraissée. Il y a une sorte de plage qui se refait. Donc, l'environnement, il est dynamique. Il apporte du sable, il reprend du sable, mais pendant ce temps, nous devrions construire. Quand vous avez dit qu'au niveau de Grand Bassam, la mer avance 2 mètres, voire même 3 mètres par an, et que
d'ici 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Justement, il va se passer quelque chose s'il n'y a pas d'action. L'inaction, c'est ça qui va entraîner des problèmes. Mais heureusement qu'il y a quand même des actions, et le professeur Jacques Abbé a parlé, même M. Cédric Lombardo, ce qui se fait à Grand Bassam, etc., ce sont des actions. Peut-être qu'on les trouve lentes, mais malheureusement, en termes, une fois que vous avez détruit la nature, eh bien, vous devrez mettre du temps pour la reconstruire. Imaginez, madame, qu'en coupant un arbre qui a 200 ans, vous le coupez en 5 minutes. Quand vous replantez un autre, vous devrez attendre 200 ans pour avoir cet arbre. C'est exactement la même chose que la mer. D'accord. Pour la Haut-Panda, donc des travaux ont été faits. Vous sécurisez les populations, vous rassurez les populations, vous allez sur la même longueur d'onde du professeur. Tout va bien pour la Haut-Panda, les côtes ont été engraissées, si j'ai bien compris. Bon, on ne dit pas que tout va bien. Il faut relativiser. On dit que nous assistons à des situations. Mais le travail se fait et nous allons bientôt arriver à la solution. Dans le détail, vous étiez sur le terrain il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a comme solution, comme situation en ce moment? La situation, elle dérive d'une situation ancienne. Et lorsque, dans les années 80, nous allions à Grand Laou, il fallait traverser avec un bac, avec nos véhicules, et on allait vers l'est, dans l'ancienne ville de Grand Laou, jusqu'à 1 kilomètre, sur un terrain qu'on appelait affectueusement le terrain de foot. On déploie les équipements et on essayait de mesurer l'érosion. Aujourd'hui, toute cette ancienne ville de Grand Laou, qui avait été proposée pour faire partie du patrimoine de l'UNESCO, est sous la mer. Il ne reste que le village de Panda de l'autre côté. Et nous, dès le départ, nous avions eu la même idée que le gouvernement d'antan, c'est de demander au village existant actuellement de regagner la terre ferme en deçà de la lagune. Mais nous avions eu cette réunion à la Banque mondiale, je te souviens, et lorsque j'ai fait mon intervention, il y a quelqu'un du conseil régional de Grand Laou qui a dit « C'est bien le conseil que vous donnez compte tenu de l'érosion, parce qu'il y a une érosion frontale par la mer, et il y a le déplacement de l'embouchure. » Alors, c'est bien le conseil, mais nous tenons à la terre de nos ancêtres, nous ne voulons pas partir. Et nous disons que le moindre mal, c'est de commencer à déménager et à vous réinstaller où le gouvernement va vous proposer des solutions et vous accompagner. Ne pas avoir un jour la surprise d'avoir ce qu'on appelle un tsunami ou bien une tornade ou une tempête qui va peut-être prendre une bonne partie de ce village et c'est en ce moment qu'on va crier au scandale. Donc, si on comprend, si on vous suit bien, à cette réunion, le cadre de ce village a dit qu'il souhaitait rester. Mais je pense que la fonction de l'État, c'est de protéger les citoyens, même contre leur gré. Oui, parce qu'il a dit qu'ils devaient rester, ils y sont toujours et non, madame, la mer avance. Ce n'est pas facile de déplacer des populations autochtones. Des villages autochtones, ce n'est pas facile de déplacer ces villages-là. S'il y a une grande montée de mer demain, on se réveille, on ne souhaite pas, on ne touchera pas du bois parce qu'il n'y en a pas. Mais s'il y a une grande montée de mer, on ne souhaite pas, et qu'une catastrophe arrive dans ce village-là, qui serait responsable? Qui serait responsable? Oui. L'État est garant de la bonne vie de tout le monde, de tous les citoyens. Mais lorsque vous partez sur ces territoires, parce qu'il y a des effets néfastes qui peuvent arriver et que vous voulez déplacer ces personnes, il y a de la réticence, il y a des obstacles qui s'opposent. Aujourd'hui, le cimetière est presque parti. Voilà. La résistance continue toujours. Les vivants sont madame, en fait, oui. pour le cimetière et le village des pêcheurs, vous savez, il y a les aspects sociaux pour lesquels les gens, de plus en plus, à cause du développement durable, sont très regardants. C'est lui qui vous donne de l'argent pour faire une action. Il va vous dire, si vous n'allez pas dans ce sens pour protéger les populations et regarder leurs intérêts, eh bien, lui, il ne peut plus continuer de vous accompagner. Et donc, elle dit qu'il y a des solutions.
Vous voyez. Donc, il se trouve justement que soit les gens partent, mais il y a aussi la possibilité de trouver des solutions pour que ces gens restent. Parce que, justement, la science le permet. Les études montrent qu'il y a... Quand vous dites si, on ne peut pas construire. Mais qu'est-ce qui est fait avec des... Mais oui, mais ce qui est fait concrètement, oui, c'est le projet Ouaka qui est actuellement en œuvre sur ce site. C'est ça. Est-ce qu'il est prévu de les déplacer? Écoutez, j'ai dit que justement, après les études, il n'est pas prévu de déplacer le village de Laopanda parce que la solution qui va se faire, c'est que nous allons procéder à l'ouverture de l'embouchure du côté est, fermer l'embouchure telle que c'est, avec la construction d'un certain nombre d'ouvrages, avec les technologies qui existent, avec la protection de la façade frontale de Laopanda. Et donc, en ce moment, ce ne sera plus nécessaire. Parce que le déplacement a aussi ses inconvénients que nous ne pouvons pas mesurer. Très bien. Monsieur Cédric Lombardo, sur le point de Laopanda, votre intervention rapidement avant d'aller au dernier point. Moi, je dirais juste deux choses, parce que tous les travaux sont en cours. Je veux juste souligner l'importance de l'action politique. Feu le député Ber Hucher Assouan avait eu le courage de déplacer les populations pour les amener sur le plateau de Nzida, parce que la lutte contre l'érosion côtière était quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Des années plus tard, Feu le député maire Jean Jaya a fait quelque chose de magnifique. Il a réussi à mobiliser le gouvernement, la Banque mondiale sur le terrain d'Alaopanda pour faire avancer les choses. Donc, cette volonté politique nous démontre simplement qu'il est possible d'adresser un certain nombre de problèmes. Maintenant, il y a une vérité par rapport à ça, c'est que il y a une migration de l'embouchure à Grand Laou qui est un phénomène que l'on connaît pratiquement bien. Mais on a aussi une autre problématique qui est l'élévation de l'océan. Et moi, quand je cumule à la fois cette migration de l'embouchure, mais surtout les risques d'élévation de l'océan, j'ai du mal à me projeter en 2050, 2070, 2100 et dire aux populations qui sont là, soyez heureuses, tout ira bien. On sait déjà ce qui frappe aujourd'hui, il faut aussi avoir une projection dans l'avenir et regarder les choses avec courage. Alors, les populations se sont prononcées sur cette thématique et nous avons donc recueilli leurs différents avis au micro de Ahmed. C'est un phénomène très dangereux. Quand on parle de Port-Boué, on commence à sentir déjà l'avancée de la mer. Quand la mer monte comme ça, souvent même les vendredis, quand la marée est haute, la mer rentre même dans les maisons et puis ça fait des dégâts. Quand la mer, par exemple, est haute, la population, nous, tant qu'il n'y a pas des autorités pour nous interdire la mer, c'est un peu difficile. Franchement, si l'État aussi peut intervenir d'une autre manière, voilà, puisque vraiment la population vraiment souffre. L'État doit prendre les précautions pour tous ceux qui sont au bord de la mer. L'État doit essayer de les dégager et les recaser à part au bord de la mer. Quand je pense à mes parents qui vivent au bord de la mer, il faut trouver une solution rapidement. Le gouvernement doit les aider à se déplacer, à quitter les zones à risque. C'est les zones à risque parce que personne ne peut maîtriser la mer. Ce serait pas mal de pouvoir sensibiliser déjà les populations riveraines sur ce problème-là parce qu'ils ne sont pas forcément conscients du danger qu'ils encourent. Et je pense qu'aussi on doit pouvoir les aider à se reloger dans des endroits un peu plus sécurisés. Ils sont un peu en danger, s'il y a la mer qui avance. Bon, il faut peut-être qu'on trouve la solution à ces vies qui sont proches de la mer. Voilà, peut-être, je ne sais pas s'il faut les déguerpir, sinon on ne peut rien contre l'avancée de la mer. Voilà, propos recueillis par Ahmed Traoré. Messieurs, je retiens la phrase du dernier intervenant, on ne peut rien contre l'avancée de la mer. Et je rappelle aussi que sur le point de Laopanda, les avis étaient divergents vis-à-vis de l'avancée de la mer, de la montée et du réchauffement climatique. Et tout ce qui se passe, vous, Monsieur Cédric Lombardo, vous avez proposé que les populations soient dépassées parce que sur une projection en 2050, vous n'avez pas de bonne visibilité, c'est cela. Tandis que le professeur a dit que pour les déplacer, ça va encore faire intervenir d'autres aspects et que le projet travaillait bien en ce moment, justement pour que tout se passe bien à leur niveau.
C'est cela. Avant de passer à l'autre. On ne peut pas garantir un horizon des enfants et des petits-enfants des habitants actuels de la Haut-Panda. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de garantir une sécurité dans les scénarios que l'on voit se dessiner. Très bien. Alors, dans la construction de ce projet, oui, il était question que nous avons donc un cadre de réinstallation, un cadre de politique de réinstallation, mais cette politique de réinstallation demande que les populations se déplacent, soient déplacées de façon volontaire et non de façon involontaire. C'est-à-dire que s'ils le refusent, voilà pourquoi, justement, à cette réunion où la communauté est représentée, justement, je veux dire, le vœu de la communauté est pris en considération. Vous voyez, il ne faut pas déplacer les populations malgré elles. C'est ça qui est le vrai problème. La population maîtrise-t-elle les différents enjeux? Mais le problème, c'est que si... On parle d'avancée de mer, de réchauffement climatique et du montée mais les populations disent qu'elles vivent là depuis longtemps. D'abord, les populations nous avaient menacés pour dire que... Quelle est la responsabilité? Non, attendez. Les populations nous avaient dit, si vous ne voulez pas nous trouver une solution, nous allons aller ouvrir l'embouchure avec des pioches, avec des dabas. Et il semble, puisque nous autres n'étaient pas là, ils l'avaient déjà fait, mais ça s'est refermé automatiquement. Et c'est sur cette base que nous leur avons dit que pour le faire, on est obligé de faire des études, de comprendre tous les phénomènes géomorphologiques, en tout cas tout ce qui se passe de façon hydrosédimentaire. Et là, le cabinet qui a fait l'étude avec une modélisation hydrosédimentaire nous a proposé une solution qui a été validée par beaucoup de techniciens. Pour comprendre, voilà. Parce que nous ne sommes pas techniciens de la chose, pour comprendre, est-ce que les propositions faites mettent en sécurité les populations de la Haut-Panda? Mais c'est ce que je dis, les propositions qui sont faites nous disent que nous devrions... C'est vrai que si nous parlons d'horizon, si aujourd'hui nous ne pouvons pas... nous ne pouvons pas trouver des solutions idoines, oui, les populations doivent partir. Mais une solution peut être aussi une solution qui se fait dans le temps. En allant ouvrir l'embouchure plus loin et en stabilisant celle qui est déjà là, on aura le temps de voir les phénomènes arriver. Très bien. Parlons maintenant des solutions, messieurs. Solutions et propositions pour aller vraiment de façon efficiente à des résultats. Alors, monsieur le conseiller spécial. Oui, comme solution d'entrée au début de l'émission, je disais tout à l'heure, j'avais dit qu'en zone urbaine, il y a une réglementation d'occupation du littoral. Et cette réglementation doit s'étendre en zone rurale, sur tout le littoral. Parce que, comme on l'a dit dans l'émission, le littoral est occupé partout, de façon anarchique. Et donc là, l'utilisation de ce sol-là doit être réglementée. Et ça me permet de venir un peu sur la partie, même si nous sommes en proposition, sur la partie de Port-Boué. Je pense que ces populations qui sont, à la différence de la Haut-Panda, ces populations qui sont dans ces zones-là, sont sur des espaces, ils occupent des espaces de façon illégale. De façon illégale, parce que je vois mal une collectivité territoriale, ou même le ministère, approuver des installations sur ces espaces-là. Vous parlez de qui, par exemple? Je parlais de Port-Boué tout à l'heure. Il y a dans l'image, là, dans les Port-Boué, où ils ont dit qu'il faut déplacer, il faut qu'ils se déplacent, tout et tout. J'ai dit là, à ce moment, c'est vrai, ils ont raison. Parce que c'est une occupation illégale. En revanche, la Haut-Panda, ce n'est pas une occupation illégale. Donc, la discussion est beaucoup plus longue. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il est difficile de déplacer des populations autochtones parce qu'eux ne sont pas là de façon illégale. Voilà, je continue pour dire qu'il faut sur ce littoral-là, au-delà de la loi qui avait édicté, listé un certain nombre de documents, d'instruments pour protéger le littoral, il faut associer à cela des règlements, des tests réglementaires pour l'occupation de ce littoral, au-delà de la zone urbaine. Qu'en est-il du décret d'application de l'agence? Là, je crois que
Oui, monsieur Ouchou. Oui. Le professeur, pardon. Oui. Tout le monde appelle de tous les vœux la création de cette agence. C'est une agence qui a été justement proposée par la loi. Et donc, le décret, et au niveau du projet WACA, nous avons souhaité accompagner la création de cette agence. Donc, ce décret, le projet de décret est aujourd'hui sur la table du gouvernement et attend donc d'être signé. Une fois que ça sera signé, tous les autres arrêtés, et nous estimons que cette agence, c'est vrai qu'il y a d'autres agences, mais cette agence, elle est spécifique et doit veiller, doit surveiller le littoral avec tous les instruments qui seront élaborés, en plus des autres ministères, le tourisme, la construction, la salubrité, tout le monde. Ça doit se faire en synergie. Donc nous attendons véritablement ce décret. Et donc sur ce plateau, je voudrais profiter pour dire que nous pensons qu'il est temps, avec tout ce qui se passe avec Littoral, que cette agence soit créée. Ce n'est pas une agence de trop, c'est une agence qui va jouer son rôle dans un contexte de changement climatique et de développement durable. Très bien. Monsieur Jacabé, en proposition, est-ce que des implémentations de villes durables pourraient nous aider à véritablement repenser la ville sur le littoral? Oui, à partir du moment où l'État de Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une loi littorale, nous pensons qu'à l'intérieur de cette loi, il va y avoir des dispositions qui seront contraignantes et qui permettront au ministère technique d'observer certaines mesures pour avoir des villes, du moins, qui sont à l'abri de la question de l'érosion côtière, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Alors, d'autres propositions? Des propositions, c'est un peu d'observer, donc, comme je l'ai dit, cette loi littorale, et faire en sorte que les projets actuellement en cours puissent avoir les effets escomptés, puisque ces projets sont passés par des études d'impact et qui permettront donc de sécuriser les populations. Il y en a plusieurs, tout à l'heure il a dit, c'est sur l'ensemble du littoral pratiquement. On n'a pas fait allusion au cas de Fresco, où la flèche de sable migre également de l'est vers l'ouest. À l'origine, c'était un peu comme Grand Laou, c'était à l'est. Maintenant, c'est vers l'ouest. Il y a des études aussi à Fresco, n'est-ce pas? À Fresco, il y a eu des études scientifiques pour voir un peu le phénomène. Et il y a le projet WABIC de l'USAID qui a commis l'ONG Impactom pour essayer de comprendre le phénomène et voir ce qui peut être fait sur place au niveau de Fresco. Bon, ils ont pu comprendre le phénomène. Est-ce qu'il y a des actions concrètes? Nous ne sommes pas encore arrivés, enfin du moins ils ne sont pas encore arrivés au niveau d'actions concrètes parce que la situation est un peu moins inquiétante à Fresco par rapport à Grand Laou. Fresco, la population est en hauteur, en deçà de la petite lagune de Fresco, et c'est la bande de terre qui sépare la lagune qui fait l'objet donc de dégradation. Monsieur Lombardo, ce sera vos propositions et votre dernier mot également sur la thématique de l'érosion côtière, ces villes menacées de disparition. Je dirais trois mots d'une grande simplicité: union, discipline, travail. Il faut impérativement que nous parvenions à unir l'ensemble des forces. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. C'est qu'on arrive à unir l'ensemble des forces qui sont nécessaires. L'environnement n'est pas que l'enjeu du ministère de l'Environnement. On a plusieurs acteurs qui doivent se mettre en place. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a de graves enjeux de discipline. On n'a pas arrêté de dire qu'une loi est ici, une loi va venir, etc., etc. Mais on s'est bien rendu compte que très souvent, on a dit que grosso modo, on n'appliquait pas les textes. Que parfois les populations faisaient des choses qu'elles ne devaient pas forcément faire. Donc on a un véritable enjeu de discipline qui doit se mettre en place par rapport aux défis qui sont devant nous. Et quand on dit qu'on a effectivement besoin d'études, de patience, d'action, etc., on a définitivement besoin de travail. Maintenant, je dirais simplement de nouveau cette chose. L'érosion côtière, pour moi, en ce qui concerne le littoral, c'est le plus petit problème que nous ayons. Prenez les études d'impact environnemental de la construction de l'embouchure, de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, cherchez le mot changement climatique à l'intérieur. Il y est accordé très très peu d'éléments par-dessus.
une étude sur Grand Laou a véritablement poussé ces différents enjeux. On voit ce vers quoi ça peut nous mener. Donc, on doit agir pour demain, mais on doit agir avec urgence maintenant pour mieux préparer demain. Merci beaucoup. Alors, messieurs, merci d'être venus. Quelqu'un a-t-il un dernier mot rapidement et nous allons conclure, monsieur. Je voudrais dire que rapidement. je prends ce que M. Lombardo a dit tout à l'heure. Travaillons ensemble pour sauver le littoral. Monsieur Oui, Ochou, bien rapidement. sûr, oui, la synergie d'action est de mise. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce projet WACA, je crois que nous avons un comité national de pilotage qui regroupe plusieurs ministères, un comité technique qui regroupe plusieurs structures pour prendre les décisions. Mais véritablement, et c'est le problème que nous avons, c'est un problème de respect, de non-respect de la législation que nous avons. Merci beaucoup, messieurs. Rapidement, vraiment, monsieur Abbé. La Convention d'Abidjan, la Convention de coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier, en tout cas, se base sur ce qui se fait dans les pays pour accélérer cette coopération-là et faire en sorte que les populations soient protégées au mieux. Merci beaucoup. Notre émission est terminée. Je rappelle que nous parlions d'érosion côtière, ces villes menacées de disparition, avec la présence du conseiller spécial du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Kwame Alexandre. Le professeur Ochou Abbé Delphin était également présent du projet WACA, projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest africaines. Monsieur Jacques Abbé, consultant pour la Convention d'Abidjan, et Monsieur Cédric Lombardo, directeur du développement à Bi-Développement. Alors, l'érosion côtière et le changement climatique menacent de premier plan les infrastructures de Côte d'Ivoire. Des efforts, certes, ont été faits et sont à saluer, mais nous croyons fortement qu'avec la prise du décret sur l'agence de la gestion du littoral, des avancées majeures et notables pourront encore être effectuées. La participation des populations dans le respect scrupuleux de l'environnement, évidemment, permettra une tranquillité d'action dans la résolution de ce phénomène. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Les programmes continuent sur RTI1. Bonsoir.